J'allais justement demander à Mme Le Bazer qu'elle nous donne son témoignage. Mais c'est vrai qu'on reparlera après de VNS, etc., qui sont quand même dans le même registre. On terminera peut-être par le régime cétogène, qui est d'un autre domaine. Donc, madame, on vous écoute. Et donc, vous ne supportez pas les médicaments, mais très bien la chirurgie. Oui. Bah oui, parce que ça fait quand même 11 ans, le mois dernier déjà que j'ai été opérée. Et donc, je n'ai jamais refait de crise, ni jamais... le traitement a été plus que diminué, puisque, je ne sais plus, on était à... Je ne suis plus qu'à 100... C'est 100 milligrammes, c'est ça 100 grammes, je ne sais plus. Comment, mais enfin, professeur, voyons. Un cachet matin, un cachet soir de l'amygdale. Là, je vous interromps, mais pas longtemps. Simplement, vous pouvez nous dire quel était votre état avant cette opération? C'est-à-dire, vous faisiez beaucoup de crises très régulièrement? Oui, pratiquement tous les jours, oui. D'accord. Oui. Et vous avez été traité par les médicaments sans que ça fonctionne pendant combien de temps? J'ai fait une méningite à l'âge de 2 ans. D'accord. Et donc, j'ai eu des antiépileptiques très longtemps. Très tôt et très longtemps. Oui. D'accord. Et on savait que vous étiez pharmacorésistante en réalité. Oui. Voilà. Donc il a fallu que la chirurgie progresse, à votre avis, pour qu'on vous opère, ou qu'on s'aperçoive que décidément on ne pouvait rien pour vous avec les médicaments? Oui, il a fallu surtout que je change de médecin. Ça peut être aussi, effectivement. Pour voir, hein. Ça peut être une bonne solution également. Oui. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Donc, non, mais bon. Donc vous reprenez, pour l'instant, vous prenez toujours des médicaments, ce que disait le professeur tout à l'heure. Oui. On n'arrête pas les traitements. C'est pas le miracle absolu. Vous n'avez plus de crise, mais sans médicaments, vous seriez probablement un peu oui, il n'y a plus qu'un cachet menacé. Le matin et un le soir. Oui. D'accord. Ouais. Ce sont les mêmes cachets on peut être pharmacorésistant et quand même prendre un certain nombre de traitements qui sont favorables. D'accord. Ouais. Excusez-moi, la question est un petit peu stupide, mais c'est vrai que quelqu'un qui est pharmacorésistant s'étonne toujours qu'il puisse prendre des médicaments associés à quelque chose qu'il a en principe... Alors, je ne vous pose pas la question directement, mais plutôt au médecin, oui. mais je ne sais pas s'ils peuvent répondre. Quand je dis qu'on n'arrête pas les médicaments, il y a une part chez nous de prudence. C'est qu'on estime qu'on a enlevé le cœur de la région qui est à l'origine des crises et qu'il n'est pas exclu que ça déborde un tout petit peu et que d'arrêter trop prudemment fasse souffler sur les braises. Je ne sais pas qui a utilisé le terme tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça. Donc on récupère une pharmacosensibilité. Peut-être qu'il y a des patients chez qui on diminue par extrême prudence et qu'on pourrait aller plus vite. Chez l'enfant, ça a été montré d'ailleurs que c'est la seule situation où ça a été montré formellement qu'on peut arrêter plus vite. Moi, je donnais mon avis d'épileptologue adulte, mais chez l'enfant, il y a eu un essai. Il y a eu une étude rétrospective européenne conduite par nos collègues d'Utrecht qui montrait bien que quand on arrêtait très précocement, c'était bénéfique pour le développement cognitif, avec finalement la même proportion de patients qui récidivaient par rapport à ceux chez qui on avait arrêté plus tardivement. Et que quand on avait arrêté précocement, on ne perdait pas en risque de pouvoir récupérer une efficacité du traitement. Après, chez l'adulte, on n'a pas des données d'aussi bonne qualité, donc ça nous incite à une plus grande prudence. Et puis, une fois que les patients sont libres de crise, où on arrête prudemment et qu'ils reprennent un projet professionnel, qu'ils reprennent la conduite automobile, c'est vrai que on est des fois un tout petit peu plus prudent. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez. J'ai mis du temps et puis j'ai changé de neurologue. À l'heure actuelle, en France et en Europe, la durée moyenne avant d'arriver à la chirurgie de l'épilepsie, c'est environ 15 ans d'épilepsie pharmacorésistante. On a participé à une étude européenne où on a comparé nos données fin des années 90 et puis sur l'année 2011-2013. On était en moyenne, en tout cas à Lyon, on était à 17 ans dans les années 90, de durée moyenne d'épilepsie pour la chirurgie, et on était à 15 ans de durée moyenne d'épilepsie entre 2010 et 2013. Et autant je module le fait qu'on ne peut pas présenter ça comme une révolution à l'échelle de tous les patients, mais il y a quand même beaucoup de patients qui finalement en bénéficient, et ce délai-là, celui-là n'est pas acceptable. Ce n'est pas, compte tenu de la définition quand même très simple de la pharmacorésistance, il n'y a aucune raison d'attendre 12 ans avant de se poser la question de la chirurgie de l'épilepsie. Qu'à la fin, on en arrive à la conclusion que non, malheureusement, ce n'est pas
une proposition qui serait adaptée parce qu'on n'y arriverait pas ou parce que ce serait trop dangereux ou parce que le patient ne le veut pas. Mais on est encore souvent confronté à des patients chez qui le hasard de la vie fait qu'ils déménagent plus proche de chez nous et qu'on les voit arriver, et quand on leur pose la question, ils n'en ont jamais entendu parler. Et ça, c'est ça qui n'est pas possible, ni chez l'adulte, ni chez l'enfant, où chez l'enfant, la situation a longtemps été, alors les choses progressent, elle a longtemps été encore plus importante parce que la chirurgie de l'épilepsie de l'enfant était peut-être encore un peu moins développée que celle de l'adulte. Donc il n'y a pas un problème de localisation régionale. Je veux dire que des bons neurologues et des mauvais. C'est pour ça que j'ai cité mes chiffres locaux. C'était pour vous. Moi, voilà, je ne connais pas les chiffres ailleurs, mais chez nous, c'était pas extraordinaire. Les choses ont évolué, je pense, mais d'abord, on sait qu'il y a un retard à la proposition de la chirurgie en général. Mais même si on est au courant et que les études l'ont montré. Je pense que la proposition de chirurgie reste tardive malgré tout. Alors tout le monde ne va pas être opéré, hein, et je rejoins ce que dit Sylvain. Tout le monde ne va pas être opéré, tout le monde n'est pas opérable, mais à un moment, la question, elle peut se poser, quoi. Et de dire non, opération, on ne peut pas, il faut vraiment, en tout cas, que le médecin qui répond ça doit avoir l'expertise de oui, on peut faire opération ou pas, et pas simplement dire non, vous savez, on n'opère pas le cerveau. Non, enfin, la réponse. On peut opérer les enfants. Oui, on peut opérer les enfants très précocement, dès la première année de vie, même s'il le faut. Les conditions sont les mêmes, exactement les mêmes. Il y a des petites subtilités qui sont plus compliquées chez l'enfant. Hein. Quand on veut localiser le langage chez l'enfant, c'est pas la même chose que chez l'adulte. Hein. C'est pas aussi facile. Mais il y a un certain nombre d'outils et quand c'est nécessaire, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème pour opérer des enfants. Je pense que non, il n'y a pas de restriction plus que chez l'adulte. Hein, d'accord. Et les causes sont pas très différentes. On a beaucoup moins de tumeurs chez l'enfant que chez l'adulte dans nos prises en charge, mais on a tout à fait les mêmes possibilités. D'accord. Alors juste avant de passer à d'autres techniques, au VNS, etc., chirurgicales, je veux dire, ou proche de la chirurgie, je voulais vous demander, est-ce que vous avez, comme Madame Perrichon, une hygiène de vie quasi monacale, si on peut dire, parce que de moine anachorète. Je trouve pas. Non, mais voilà, mais c'est simplement parce que c'est vrai que souvent, comme on l'a beaucoup lié à un mode de vie aussi un peu plus stable, un peu plus sévère que d'autres, c'est pas votre cas. Non, enfin bon, je bois pas bien sûr avec le traitement des choses comme ça. Mais non, je dors pas plus qu'avant. Je dors peu apparemment, mais bon, c'est pas. On est tous comme ça, évidemment. Professeur. Non, je voulais faire un petit commentaire sur le fait, comme l'a dit Bertrand Maton, dans votre cas, il y a eu non seulement l'amélioration et la disparition des crises, mais il y a quelque chose aussi de formidable qui est que votre qualité de vie, c'est aussi, en tant que médecin, je vous ai vu changer, il y a le fait d'être débarrassé de cette maladie a fait que vous avez aussi fait des choses que vous ne faisiez pas avant, et votre humeur s'est améliorée, votre joie, etc. Et donc il y a eu toute une cascade de phénomènes qui sont produits, dont vous avez eu la chance de bénéficier. Mais voilà, donc ça c'est une vraie réussite. C'était un peu l'idée de ma question, c'est qu'effectivement il y a un lien clair entre la réussite de l'opération. On parle là de guérison, hein. Pour l'instant j'avais parlé de guérison jusqu'à maintenant, hein. C'est la première fois qu'on emploie ce terme depuis le début de la journée. Donc c'est vrai qu'il y a forcément une révolution dans la façon de vivre sa vie qui fait que la maladie n'est plus que 2 cachets par jour, quoi. Et un dernier point, c'est que nous, il nous arrive aussi de faire donc une évaluation pré-chirurgicale pour des patients pharmacorésistants et d'arriver à la consultation en disant ça y est, voilà, on a fait tout le bilan, on sait qu'on a trouvé la zone, on peut l'opérer. On a vérifié qu'il n'y aura pas de conséquences. Et il y a des patients qui ont peur de l'opération. Et ça, je pense qu'aussi, c'est un peu dommage. Donc, c'est important que des patients témoignent. Finalement, oui, c'est un acte chirurgical, mais fait par des gens très compétents, bien cadrés. Ça peut apporter tellement de valeur que je pense qu'il faut aussi que les patients communiquent et expliquent que, c'est de passer sur le billard, c'est d'être 3 heures au bloc opératoire, une anesthésie, d'avoir mal à la tête pendant une semaine, mais que ça vaut le coup.
Et que nous, on a beaucoup de patients qui seraient opérables et qui ont trop peur et qui ne veulent pas qu'on touche à leur cerveau. Donc ça, peut-être que c'est aussi quelque chose sur lequel on peut évoluer. Ce d'autant que les compétences des centres de chirurgie de l'épilepsie en France, et je dis bien de tous ceux en France, pour une fois, on peut vraiment les mettre en avant. La chirurgie de l'épilepsie, elle a été en partie inventée en France et à Paris, et en particulier à l'hôpital Sainte-Anne. Donc c'est pas quelque chose de nouveau en France qu'on aurait fait venir de l'étranger. Il y a beaucoup d'aspects en chirurgie de l'épilepsie qui ont été inventés en France et en Italie et qui ont été exportés en Amérique du Nord. Donc quand on promeut tout ceci avec la modulation liée à notre expérience sur le fait que dans certaines situations, on en arrive à une non-éligibilité. C'est vraiment basé pas toujours sur des évidences scientifiques de très haut niveau, en comparaison des essais thérapeutiques, mais avec une vraie histoire et une vraie compétence, et des équipes surtout qui se sont construites sur plusieurs dizaines d'années, entre 20 et 30 ans pour la majorité d'entre elles, et ce qui est sans doute l'élément le plus fort, c'est-à-dire que il y a beaucoup de disciplines médicales pour lesquelles vous avez besoin d'un médecin et d'un chirurgien. Pour la chirurgie de l'épilepsie, vous avez vraiment besoin des deux en même temps, et les équipes qui fonctionnent bien sont des équipes dans lesquelles les décisions sont réellement prises en binôme. On ne peut pas imaginer que votre neurologue vous dise il faut vous faire opérer, puis vous allez voir le chirurgien qui vous dit quelque chose de l'autre côté. Là, normalement, il faut que les choses soient vraiment prises ensemble et que les deux reviennent vers le patient, et c'est ça qui fera la qualité de la prise en charge. D'accord. On peut passer en revue les autres alternatives au traitement pour les enfants et les adultes, les deux. Allez-y, bien sûr. Je voulais juste dire par rapport au témoignage, parce que madame, c'est vraiment important qu'elle soit là, mais c'est vrai aussi dans les services hospitaliers, parce que nous, le dernier grand, parce que c'est vrai que les petits c'est différent, mais le dernier grand qui a été opéré à Sainte-Anne, il ne voulait pas le faire jusqu'à ce qu'il rencontre les patients qui témoignaient. Et bon, ses parents voulaient le faire, lui il ne voulait pas, il avait 16 ans je crois, et rencontrer des gens qui étaient passés par la chirurgie, ça a vraiment changé sa décision. Donc je reviens à ce que disait M. Navarro, c'est vraiment de témoigner, c'est important, ça prend du temps, hein, mais c'est voilà, je voulais juste rajouter qu'en fait, il faut opérer le patient quand lui il est prêt. Voilà, et que chaque patient est différent. Et que pour certains patients, ça va prendre très peu de temps. En quelques mois, on va pouvoir opérer, proposer une intervention chirurgicale. Mais pour d'autres patients, il va falloir que ça chemine, il va falloir qu'on l'accompagne. Mais en tout cas, la réussite, c'est aussi qu'il soit bien après la chirurgie. Et il faut vraiment le faire quand lui, il le souhaite. Merci beaucoup. Je pense que là-dessus, les infirmières ont un rôle important à jouer, je suppose.